En 2009, en faisant partie de l'équipe qui a structuré la première direction certificat d'énergie de chez Total, et je suis le fondateur de Cameo Énergie. Voilà. Et avec Steve, on est cofondateur d'une association qui vient de publiquement s'annoncer, mais qui existe depuis plusieurs mois, sur une association des certificats d'énergie qui regroupe les mandataires, qui sont des acteurs de cet écosystème et qui a vocation de les fédérer et de les professionnaliser. Et j'anime aussi à titre personnel une structure d'observatoire du dispositif des certificats d'économie-énergie. Je te donne la parole, Steve, juste pour te présenter juste après. Le sujet est extrêmement large, complet. Il y a déjà eu des conférences à Centrale Énergie. Hein. Donc, il ne s'agit pas de réexpliquer. En tout cas, ce n'est pas la philosophie de ce qu'on a fait là. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Si on va un petit peu vite sur comment ça marche, on a plutôt pris un angle différent à l'occasion du démarrage de la 5e période. On va essayer de vous faire en 3 parties de grosso modo 20-25 minutes. La première, c'est qu'effectivement, depuis 2006, le dispositif des certificats d'éco-énergie sont désormais partout et jouent un rôle majeur dans la transformation énergétique pour la partie efficace énergie de la France. Donc, c'était un peu de repositionner l'importance qu'a pris le dispositif. La deuxième partie, c'est plus de se dire, justement, parce que les certificats sont aussi importants désormais, les évolutions réglementaires de la 5e période, les arbitrages qui ont été faits, quels impacts ont-ils concrètement, selon nos interprétations avec Steve, sur les 4 ans qui viennent. Et puis, parce qu'effectivement, c'est devenu très important et qu'à chaque fois qu'il y a des évolutions réglementaires, ça a des impacts très concrets, ce sera la 3e partie, c'est d'essayer de rendre accessible, autant qu'on puisse le faire en 20 minutes, c'est peut-être la partie qui est peut-être un peu la plus délicate, les différentes couches réglementaires et la boîte à outils réglementaire qui constitue le dispositif des certificats, parce qu'aujourd'hui, on fait partie des acteurs qui sont convaincus que l'outil, par son importance, n'est pas assez largement compris dans les leviers qui le composent et du coup, probablement aussi pas assez collectivement gouverné, amélioré, voilà, alors qu'il devient un sujet extrêmement important. Donc voilà, donc c'est un peu la vocation de cette présentation, essayer de faire œuvre de pédagogie sur des sujets qui sont ardus pour certains. Donc voilà, dans l'auditoire, quand on a eu la liste, il y a des gens, je ne sais pas si vous déconnectés, qui sont très à jour et très au fait. Et vous nous excuserez d'être peut-être parfois un petit peu simplificateur pour faire ce tour d'horizon aussi global. Et puis de l'autre côté, des personnes qui sont plutôt là en découverte et en volonté d'approfondir. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans les questions à recalibrer les focus. Des fois, on sera peut-être pas assez pédagogue sur les grands principes parce qu'on veut aller un peu plus loin que ce qui est d'habitude présenté. Pour d'autres plus experts, peut-être que vous trouverez qu'on a peut-être un peu survolé certains points. Et j'espère que dans la partie discussion, on pourra donc approfondir selon vos besoins. Steve, je te laisse te présenter. Oui, merci Benoît. Moi, je suis fondateur d'une société dès 2002 sur les économies d'énergie, sur un logiciel de suivi des consommations d'énergie. Et donc, j'étais très frustré lorsque je faisais des audits énergétiques, que ce soit un nouveau rapport qui tombait, qui allait dans un tiroir parce qu'on n'avait pas de financement pour les économies d'énergie. Et dès 2006, on a eu le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui est arrivé pour financer justement, avec un effet rétroactif, des investissements pour les entreprises et également les collectivités. Donc, c'était très intéressant. J'ai revendu ma société en 2007 et donc j'ai totalement participé au déploiement du dispositif des C2E puisque en 2006, je donnais les premières conférences sur le dispositif. On était une quinzaine et on voit les évolutions du dispositif. On était, il y a encore le mois dernier, à une réunion sur le dispositif, on était plus de 500. Voilà, donc ça a considérablement évolué. Donc, je suis fondateur de la Compagnie des économies d'énergie, qui est une société qui évolue à la fois sur les thématiques de programme de certificat d'économie d'énergie, qui est mandataire, qui travaille sur différentes thématiques du dispositif, qui participe aux différents groupes de travail. J'étais fondateur aussi du groupe de travail registre C2E, qui est un élément charnière du dispositif
qui est un peu la banque des certificats d'économie d'énergie, puisqu'on enregistre les certificats sur le registre C2E. Et donc, on a également, comme le disait Benoît, créé l'association, réactivé l'association des certificats d'énergie, qui est une association de mandataires qui avait été créée initialement depuis 2011 et qu'on a choisi de réactiver compte tenu des évolutions du dispositif. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Merci Steve. Alors, je vais vous partager la première partie. J'espère que ça fonctionne bien. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, on y va. Comme je vous le disais donc en introduction, le point saillant aujourd'hui, c'est l'importance, alors que la 5e période du dispositif des certificats d'économie-énergie démarre là en janvier 2022 pour 4 ans, hein, les autres périodes étaient de 3 ans, l'importance qu'a pris le dispositif sur à peu près toutes les dimensions. Je vais juste reprendre, je pense que nombreux d'entre vous l'ont vu, il y avait eu une étude publique, hein, c'est pour ça que je me suis permis de la reprendre, de SIA Partner d'il y a 1 an en arrière, très bien faite sur l'ensemble des aides à destination justement de la rénovation énergétique, essayant de les comparer par secteur, etc. Voilà. Vous revoyez un peu le chemin parcouru depuis la loi POP de 2005 et le démarrage de la première période du dispositif des certificats d'économie d'énergie en 2006. Et la croissance de l'obligation faite aux fournisseurs d'énergie de réaliser des économies d'énergie sous peine de sanctions financières, avec l'introduction en 2016 d'une spécificité, hein, une obligation dédiée à la lutte contre la précarité énergétique. Pour aller très très vite, encore une fois, parce que maintenant, malgré tout, le dispositif commence à être connu, donc le but n'est pas forcément de rappeler dans le détail le fonctionnement, mais vous avez une contrainte légale qui impose aux distributeurs d'énergie pour une période donnée, 3 ans précédemment, 4 ans maintenant, de réaliser une quantité d'économie d'énergie sous peine de sanctions financières. Une sanction financière suffisamment forte qu'elle est dissuasive et qu'elle ne permet pas d'être inactif. Voilà. Et donc, les fournisseurs d'énergie doivent réaliser eux-mêmes, faire réaliser par des partenaires ou acquérir des projets d'économie d'énergie réalisés par des tiers afin de satisfaire leurs obligations et d'éviter, en fin de période, la sanction financière. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle les obligés, hein, les distributeurs de carburant, d'électricité, de gaz, de fuel, d'un côté. Les non-obligés, avec une partie effectivement d'acteurs publics qui ont le droit de déposer leurs propres dossiers de certificat d'économie d'énergie, ce qui est interdit aux autres parties, et surtout les délégataires qui récupèrent une partie de l'obligation de certains obligés et peuvent ainsi, entre guillemets, se substituer aux obligés. Et puis on a de l'autre côté les prestataires directs des fournisseurs d'énergie qui externalisent auprès d'un certain nombre d'actions de contrôle ou d'origination de projets qu'on appelle les mandataires. Et pour les fournisseurs d'énergie, ils ont donc la possibilité, pour satisfaire leurs obligations, d'enclencher la recherche et la valorisation de projets d'économie d'énergie pour satisfaire leurs obligations avec leurs équipes en direct, avec leurs partenaires mandataires spécialisés, ou d'aller sur le marché d'échange des certificats d'économie d'énergie et d'acheter finalement les dossiers de certificats déjà validés qu'auront mis en œuvre les délégataires. Le tout sous la tutelle des pouvoirs publics, tutelle très forte, avec la Direction générale de l'énergie et du climat qui pose vraiment le cadre réglementaire, et au sein de la DGEC, une entité de contrôle qu'on appelle le pôle national des C2E. Et si je faisais un mauvais jeu de mots, on pourrait me dire la police nationale des C2E. Voilà, vraiment une entité de contrôle très forte qui est là pour justement mettre sous pression l'ensemble des acteurs et détecter tous les écarts par rapport à la réglementation. Alors, ce qui est important, voilà, de retenir, et on aura l'occasion de le rappeler, hein, c'est qu'on a le levier principal du dispositif, il est basé sur une massification du secteur diffus et donc par une standardisation des méthodes de comptabilisation des économies d'énergie dans ce qu'on appelle les fiches d'action standardisées, qui représentent grosso modo les chiffres datés d'il y a 1 an en arrière, mais les derniers reportings, c'est 87% de la réalisation de l'obligation de la 4e période. Un petit peu d'opérations dites spécifiques, c'est plutôt 3-4%, c'est un peu plus faible, c'est-à-dire des opérations ex post où on va réellement mesurer précisément pendant plusieurs mois l'impact des économies d'énergie.
C'est plus long, c'est plus coûteux. Ça marche bien sur les gros projets industriels, mais c'est plus difficile dans le cadre de la massification. Et puis un levier qui est moins connu, et Steve en parlera tout à l'heure, les programmes de formation et de soutien à l'innovation. Le bilan final, c'est 1,4 milliard de la 4e période maintenant. Donc, c'est absolument colossal et ça représente grosso modo effectivement 10% de l'obligation. Mais ce qui est surtout extrêmement important, et c'était pour ça que j'avais choisi de vous présenter en introduction cet extrait de l'étude de SIA Partners d'il y a un an en arrière, c'est pour ce slide qui est extrêmement bien fait et qui vous montre en fait à quel point le dispositif des certificats d'économie-énergie est devenu transverse à quasiment l'ensemble des sujets aujourd'hui en termes de maîtrise de la demande énergétique résidentielle, tertiaire, transport, industrie, que ce soit opérations standards et spécifiques ou programmes d'accompagnement. Par opposition avec l'ensemble des autres dispositifs, c'est cela une petite année, ça a probablement encore évolué parce que c'est effectivement très changeant, mais où on voit que par ailleurs, on a une myriade de dispositifs de soutien à la maîtrise de la demande de l'énergie, mais qui sont spécifiques à des secteurs d'activité. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer que la colonne vertébrale de la maîtrise de la demande énergétique en France, c'est vraiment le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Pardon, les C2E, ce sera plus simple. Alors, là encore, après, la répartition des secteurs n'est pas du tout la même. Le secteur résidentiel est effectivement extrêmement présent. L'industrie, et on y reviendra tout à l'heure dans la présentation de Steve, s'est beaucoup développée, fait à peu près un peu moins de 20%. Et encore sur le secteur résidentiel, la part des ménages précaires représente aujourd'hui 50% de l'obligation globale de la 4e période. Donc la lutte contre la précarité énergétique dans la 4e est devenue aussi extrêmement importante. Mais c'est vrai que c'est aussi une des faiblesses du dispositif, c'est qu'il ne se déploie pas avec la même intensité dans tous les segments et tous les secteurs. Un point aussi qui est important, parce qu'on va en parler juste après, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, c'est deux finalement dispositifs en un. On le détaillera dans la 3e partie. Un mécanisme qui donc distribue pour permettre de satisfaire à l'obligation d'économie d'énergie des primes proportionnelles aux économies d'énergie réalisées par les actions mises en œuvre pendant la durée de vie théorique des actions, et aussi ce qu'on appelle des bonifications, c'est-à-dire auxquelles sont associés donc à des mécanismes de politique publique, bonification de lutte contre la précarité énergétique, ou, sous le vocabulaire coup de pouce, qui ont été des bonifications sectorielles pour mettre des focus et des coups d'accélérateur et accélérer, entre guillemets, la réponse en termes de réalisation et d'économie d'énergie qui se libère. Et c'est vrai que la 4e période a été marquée par des très forts coups de pouce sur le secteur résidentiel, notamment l'isolation, qui ont donc contribué aussi à cette part très importante du résidentiel dans le dispositif. Alors justement, c'est vraiment important parce que c'est des chiffres qui sont peut-être moins connus. C'est l'enjeu, la massification des actions d'économie d'énergie diffuse, mais les chiffres sont vraiment importants. C'est des chiffres tout récents que la DGEC a donnés la semaine dernière. 2,1 millions de logements en ce qui concerne les opérations d'isolation, notamment touchées par les offres à 1 euro, grâce justement aux bonifications. 150 millions de mètres carrés, 1,6 million de comptes, 500 millions de travaux de plancher. On a eu aussi une grosse massification dans les actions de changement de chauffage, 900 000 réalisations, dont 320 000 changements de chaudière fuel, 1,4 million de mètres carrés concernés pour le chauffage tertiaire. Voilà, c'est vraiment extrêmement important, même si, et on y reviendra tout à l'heure, dans la 5e période, on a la fin de ces coups de pouce dans le secteur de l'isolation, dans le chauffage, sauf pour les PAC, puisqu'il y a une volonté de la Direction générale de l'énergie et du climat d'aller sur des opérations plus complexes, plus orientées décarbonation, et principalement c'est un vrai défi, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui n'a jamais été massifié, la massification de la rénovation globale. Alors, si on regarde le dispositif des certificats d'écologie dans son impact global, au-delà, pour cette photo, au-delà même des objectifs d'économie d'énergie que représente le dispositif lui-même, on a eu pour la première fois une étude assez fouillée de l'ADEME en septembre 2021 pour mesurer
la dimension carbone au sein du dispositif des certificats d'économie d'énergie et analyser différentes évolutions potentielles qui sont probablement plutôt concernées la P6 pour renforcer la dimension carbone le cas échéant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que voilà, aujourd'hui, les certificats d'économie d'énergie, c'est dans leur globalité 30% de l'objectif de la SNBC à l'horizon 2030. C'était 20% sur 2015-2018 des objectifs et 40% des réalisations. Donc, c'est quand même extrêmement important. Surtout, dans le bâtiment, c'est 80% de ce qu'on attend à 2030. Voilà. Et c'est 50% dans l'industrie. Donc, c'est par rapport aux objectifs de décarbonation, on va dire bâtiment et industrie dans l'horizon 2030, le levier principal ou un des leviers vraiment principaux pour l'industrie. Même si ça reste beaucoup plus modéré sur le transport, le tertiaire et l'agriculture. Et ce qui est très intéressant, c'est que le coût, finalement, économie et tonnes de CO2 évitées est relativement faible, 29 € la tonne de CO2 évitée et cumulée, actualisée sur la durée de vie des opérations. J'y reviendrai à la fin sur les méthodes de comptabilisation, comme pour les économies d'énergie. Voilà. Je rajoute un petit point qui est important, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, le facteur 1, quand on analyse l'impact carbone des économies d'énergie, c'est la durée de vie pendant laquelle les actions vont porter des économies d'énergie. Et on le voit sur ce graphique de l'ADEME, on est sur des durées de vie standardisées. Donc, par exemple, si on prend les actions de chauffage, voilà, au bout de 15 ans, elles sont considérées comme s'arrêtant. Dans la modélisation, on a une coupure nette, alors que dans les faits, beaucoup d'équipements continuent de vivre. Et c'est aussi pourquoi c'est l'isolation qui porte énormément des économies de CO2 à venir quand on regarde l'impact carbone. L'autre point qui est extrêmement important, c'est l'effet de levier économique du dispositif. Il y a différentes estimations. Celle qu'il faut retenir, parce que c'est celle que la DGEC nous a confirmée la semaine dernière, sur la 4e période du dispositif, c'est grosso modo un flux financier en faveur du financement des économies d'énergie de 4 milliards d'euros par an. Voilà, c'est colossal. L'effet de levier, quand vous prenez ce soutien aux réalisations, plus du coup la main-d'œuvre associée aux travaux, etc., on est à 15-20 milliards par an. Voilà. Ça a permis, comme effet d'entraînement, de mettre vraiment des focus sur des filières, la filière isolation. On en a beaucoup parlé parce que ces focus sur des filières ont eu des effets pervers en termes d'exécution. Et du coup, on a beaucoup parlé de ces effets pervers où c'est allé trop vite. C'est très intéressant de voir les chiffres que Xerfi a sortis il n'y a pas tellement longtemps sur la filière PAC, où on voit l'évolution de la vente du nombre de pompes à chaleur en France. Et en même temps, comment du coup ça a permis à le dynamisme de ce marché français permet à la filière pompe à chaleur française de rester et de se maintenir à un très haut niveau en termes d'exportation, parce qu'elle bénéficie d'un marché domestique très vif. Voilà. Donc c'est aussi un outil très important dans la structuration des filières par l'effet de levier économique que ça représente et qui sont aujourd'hui colossales. L'autre point qui est extrêmement important, je le disais en introduction, 50% des certificats d'économie en 4e période ont été faits dans le cadre de l'obligation précarité. Sur ce graphique un petit peu technique de la DGEC, vous voyez, c'est ce qui dépasse le vert, c'est l'obligation précarité. Et on dépasse largement les objectifs, permettant d'ailleurs d'atteindre l'obligation globale, alors que l'obligation plus classique était peut-être un peu plus en retard. Voilà. Les certificats d'économie d'énergie sont devenus un vrai outil de lutte contre la précarité énergétique. Donc c'est un sujet de société absolument majeur. Et c'est intéressant de voir. On manque encore d'indicateurs pour évaluer l'impact. C'est dommage, mais on a des travaux intéressants qui sont sortis. Là aussi, il y a une petite année, un peu moins, de l'Office national de la rénovation énergétique qui a analysé l'ensemble des aides. Et sur ce graphique, on voit justement par décile de revenus qui a bénéficié des aides certificats d'économie d'énergie par rapport, et c'était avant les réformes de MaPrimeRénov', par rapport aux autres dispositions. Et on voit à quel point le dispositif jusqu'à 2019, et probablement qu'avec ce qui s'est passé en 2020 et 2021 sur les coups de pouce, ça va même plutôt se renforcer. On a à peu près un égal accès
aux aides, quel que soit le décile de revenus. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour permettre en fait l'accès à la rénovation énergétique. Et les coups de pouce avec des offres à 1 euro ont énormément aidé sur ces sujets-là. Donc, c'est un outil qui est extrêmement structurant dans la lutte contre la précarité énergétique. Et puis le dernier point, il faut en parler, et c'est tout le paradoxe de ce sujet, c'est devenu tellement important qu'effectivement, c'est un sujet qui structure des filières aussi en termes de contrôle qualité. Alors, on a beaucoup parlé des problèmes qui ont émergé par le dispositif de certificat d'économie d'énergie. Effectivement, c'est la bouteille à moitié pleine, la bouteille à moitié vide. On a une autorité de tutelle, le pôle national des certificats d'économie d'énergie, et là, vous avez les bilans des contrôles de ce que cherche cibler, c'est-à-dire là où le pôle pense qu'il y a des problèmes. Voilà. C'est finalement loin d'être aussi dramatique que le son médiatique de ce qu'on a, mais on a une autorité de tutelle qui cherche les problèmes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle les fait émerger, ce qu'on n'a pas, par exemple, de manière aussi claire sur MaPrimeRénov'. Et donc, on entend parler, on a eu des problèmes, par exemple, de massification dans l'isolation avec la mise en place de tous les contrôles COFRAC, de tous les contrôles de qualité. On avait des problèmes de normes interprofessionnelles sur justement la pose d'isolation et les écarts au feu, etc. Quand la DGEC a décidé de le suivre, je peux vous certifier que la profession n'avait aucune norme également interprétée entre les parties. On a eu des problèmes de démarchage abusif, on en a beaucoup parlé. Il y avait un énorme trou dans la raquette réglementaire par rapport à d'autres environnements dans le milieu du bâtiment, ça a été traité. Voilà. Donc, c'est à la fois un dispositif qui, par l'effet de levier, donne et les enjeux financiers drainent aussi de l'opportunisme, et donc il faut continuer à le traquer, et qui en même temps aussi pointe, dans le cadre de la massification, des sujets qui n'ont pas été traités par le passé, et donc qu'il faut adresser. Donc, voilà, c'est tout le paradoxe de ce dispositif de massification qui fait émerger les problèmes. Voilà un petit peu pour cet état des lieux et pour redonner, entre guillemets, l'importance qu'ont pris le dispositif des certificats. Et Steve, du coup, je te donne la parole. J'arrête ma présentation pour regarder concrètement, du coup, dans ce contexte, l'impact de la 5e période du dispositif qui commence. À toi, Steve. Tu as coupé ton micro, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Steve, tu as coupé ton micro. Guy, peux-tu… C'est bon? Non. Il est coupé. C'est bon. Voilà. Voilà, okay, on t'entend. Super. À toi de nous partager ta présentation. Alors, le temps de la reprendre. Tac. Okay, super. Merci Benoît pour cet exposé très clair. Donc l'idée, c'est un peu de le poursuivre dans le contexte de la P5, mais déjà de dire que le dispositif des certificats d'économie d'énergie s'inscrit dans une équation qui est assez complexe. C'est comment eh bien, réussir notre transition écologique, diminuer nos gaz à effet de serre, être moins dépendant de l'extérieur vis-à-vis de notre consommation d'énergie. Et donc, la ministre citait 3 piliers qui étaient effectivement les économies d'énergie, le nucléaire et les ENR. Et donc, effectivement, les C2E s'inscrivent véritablement dans cette équation. C'est une équation qui a été impactée par la crise sanitaire. Et donc, on avait aussi mené une étude auprès des collectivités pour voir quels étaient les impacts qu'elles pouvaient avoir. C'est un impact qui a pu aussi être mesuré auprès des administrés sur ces territoires. Donc, pour un certain nombre, plus de 50% n'avaient pas de travaux à réaliser ou ont eu des travaux retardés ou arrêtés. Donc, on a eu un impact massif sur la génération d'économies d'énergie. Et donc, forcément, on a eu aussi un effet de rattrapage qui a dû être entamé par la suite. Alors, ces travaux, quels étaient-ils? Ceux qui ont été reportés, arrêtés? Alors, essentiellement dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, des travaux sur l'isolation, sur les chaudières, sur l'éclairage public, sur les menuiseries, le relamping LED, tout ça, c'est des secteurs
qui ont été totalement impactés et vous voyez bien les anticipations, les possibilités de travaux qui étaient réalisées chez les collectivités. Les anticipations de l'évolution sur la quatrième période, de la quatrième période sur la cinquième période, étaient plutôt dans l'expectative, puisqu'on avait 44% des collectivités qui ne savaient pas si elles allaient avoir plus ou moins de financement sur les certificats d'économie d'énergie. Est-ce qu'elles allaient pouvoir mieux financer leurs travaux ou pas? Pour 27%, eh bien, elles allaient avoir moins de financement. Et pour 23%, eh bien, elles pourraient avoir plus de financement. Donc, assez équilibré, mais plutôt dans l'expectative. Alors, le contexte de la P5 post-Covid, on l'évoquait, l'impact du Covid, on a eu un effet de rattrapage. On a eu une fin de la quatrième période du dispositif avec 6 mois d'avance selon la DGEC, 12 mois d'avance selon des obligés, parmi les plus gros du secteur, donc les fournisseurs d'énergie, considéraient qu'ils avaient 12 mois d'avance à la fin de la P4 et donc commencer la P5 avec un stock, commence la P5 avec un stock de 1 an d'avance sur leurs objectifs de la cinquième période. On a une dynamique d'investissement considérable dans l'habitat avec le contexte Covid, puisqu'on a la valorisation, l'importance de l'habitat qui a émergé, une dynamique de forte génération dans l'isolation, notamment avec l'isolation à 1 euro, un calendrier de travaux qui a pu être avancé aussi pour bénéficier des dispositions plus favorables sur la P4 et des anticipations avec un afflux additionnel de C2E, notamment lié au plan de relance. Tout ça n'est pas nécessairement fini sur les approches de génération de certificats d'économie d'énergie et d'économie d'énergie en général liées au plan de relance. Donc, c'est des points qui sont importants à souligner. Sur la situation de la P5, on a une situation avec des risques réels. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a eu une trajectoire de production annuelle de certificats qui était relativement croissante et qu'on a un effet de tassement qui se manifeste dès 2022. Dès 2022, on a ce tassement. Pourtant, on est avec une obligation qui est en augmentation de 17% en volume, plus 50% en intensité selon les évaluations de la DGEC. Pourquoi? Parce qu'on a des effets de rabot sur lesquels je vais revenir, on a des limitations, des révisions de fiches. Donc, je vais revenir sur ça. On a des programmes de certificats d'économie d'énergie qui ont un volume conséquent, mais qui sont plafonnés en nombre et en volume. Donc, de fait, une limitation dans cette génération de certificats d'économie d'énergie et d'économie d'énergie en général. On a aussi une période qui est marquée par une limitation des bonifications à 25% et une hausse de l'obligation qui n'absorbe pas en 2022 la production de C2E. Il faut savoir que là, on est plutôt dans une situation conjoncturelle. Quand je parlais d'avance sur la période, eh bien, toutes les périodes du dispositif des certificats d'économie d'énergie ont été en avance par rapport à la période suivante. On a toujours eu un effet de stock. Donc, la cinquième période ne déroge pas. On a certaines périodes où on a eu un effet de stock avec des baisses relativement mineures de prix et d'autres périodes où on a eu des baisses plus significatives. Nous sommes dans le cas où on a une baisse bien plus significative avec un risque qui est évoqué par un certain nombre d'acteurs. Toutefois, il faut préciser qu'on a une révision de l'obligation qui a été soulignée par la DGEC en 2023 pour se conformer au Fit for 55 européen, avec peut-être une révision à la hausse de la P5. Et soulignons-le, on peut oublier,
c'est qu'on va avoir aussi un effet de dimensionnement de la P6 qui impacte toujours sur la période en cours. Toutes les périodes du dispositif des C2E ont été impactées par les travaux qui présageaient du dimensionnement de la période suivante. Donc, c'est quelque chose que les acteurs n'anticipent pas encore, n'intègrent pas dans leurs calculs, mais c'est quelque chose qui impactera la P5. Alors, les acteurs, quels sont-ils? On en a différents qui sont impactés par la situation fin de P4, début de P5. Et donc, ça permet aussi de pouvoir les identifier sur ce tableau et d'identifier leur rôle. Pour les listes, en premier temps, on a les obligés, les fournisseurs d'énergie obligés réglementairement à disposer de certificats d'économie d'énergie sous peine d'une pénalité. Donc, ce sont tous les distributeurs d'électricité, de gaz, de fuel, de carburant. Voilà. Donc, ensuite, on a les obligés volontaires qui sont les délégataires. C'est eux qui ont accepté volontairement par un contrat de reprendre une partie de l'obligation de fournisseur d'énergie. On a ensuite les mandataires qui sont des représentants du fournisseur d'énergie par un contrat sans reprendre une partie de leur obligation, mais qui sont, pour ainsi dire, le vecteur du pouvoir du fournisseur d'énergie pour sensibiliser, réaliser des incitations auprès de tiers pour générer des économies d'énergie. Nous avons ensuite les traders, les courtiers, les apporteurs d'affaires, les bureaux de contrôle qui sont actifs, les cabinets de conseil d'audit énergétique, les artisans qui font partie de cette chaîne de valeur, les distributeurs de matériaux et les équipementiers. Alors, quels sont les rôles de chacun? Sensibiliser sur les économies d'énergie, eh bien, la plupart des acteurs, excepté traders, courtiers, apporteurs d'affaires, bureaux de contrôle, vont opérer une sensibilisation sur les économies d'énergie. Ça, si on a une baisse du prix des certificats d'économie d'énergie, ces acteurs ne vont plus aller sensibiliser et réaliser des actions pour générer des économies d'énergie. Donc, on va avoir moins d'actions d'information que l'on peut voir et qui sont plus importantes lorsqu'on a des prix plus élevés et des perspectives plus élevées sur le marché. Réaliser des travaux à valoriser, là aussi, on peut être impacté sur les travaux à réaliser. Donc, on peut avoir les artisans qui vont être impactés, les équipementiers, voilà. Effectuer les incitations, donc c'est essentiellement les mandataires, voire les fournisseurs d'énergie et obligés volontaires. Les incitations également. Donc, on voit, on a toute cette chaîne de valeur qui peut être impactée par une baisse de prix. Les autres facteurs impactants, c'est un environnement qui est quand même favorable aux économies d'énergie, puisqu'on a le plan de relance qui a été doté de 100 milliards d'euros sur 2 ans. Et donc, on a dans ce plan de relance une partie qui est dédiée à la transition écologique à hauteur de 30 milliards, que ce soit sur le transport, train-vélo, les rénovations énergétiques des bâtiments, la transition énergétique des entreprises. Et donc, de fait, sur ces grosses parties, on a un cumul possible avec les certificats d'économie d'énergie. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, une structure qui a bénéficié du plan de relance peut cumulativement obtenir des certificats d'économie d'énergie et ensuite eh bien, pouvoir obtenir un financement additionnel. C'est un premier point. Un second point, c'est qu'on a une valeur résiduelle de l'économie d'énergie importante dans un cadre où on a une augmentation des prix de l'énergie conséquente, que ce soit sur le résidentiel qui subit des augmentations du prix
du gaz et de l'électricité à des niveaux importants, ou que ce soit sur le domaine du transport, qui est aussi l'un des secteurs qui est adressé par les certificats d'économie d'énergie. Et donc, on voit les évolutions conséquentes du tarif du gaz réglementé, ou que ce soit au niveau des carburants, on a des augmentations de près de 20%. Bref, on est sur une situation qui est très contrastée, avec des risques qui impactent à moyen terme, notamment une demande forte qui a créé des pénuries, donc une demande forte liée au post-Covid, qui crée des pénuries sur les approvisionnements en matériaux, qui crée des retards sur les chantiers, des ajournements de chantiers et des risques d'annulation. Là aussi, on a une tension sur cette production de certificats d'économie d'énergie. L'inflation qui crée aussi des tensions sur la demande de chantier avec des risques de crédit possibles. La baisse de demande de ces deux œufs, on l'a vu du fait du stock actuel et de leur prix, mais à risque toute une chaîne de valeur de production de certificats. Et on a vu par le passé comment il y a une inertie à redémarrer cette chaîne de production parce que vous avez des acteurs qui cherchent à reconvertir, qui sortent de cette chaîne de valeur et font autre chose. Au-delà, on a toute une sensibilisation et tout un travail d'information du grand public, des entreprises qui est totalement perdu lié au certificat d'économie d'énergie et c'est perdu. Et donc, tout cela pour remettre la machine en marche est très compliqué et long. D'où le fait que post-P3, on a eu des augmentations de prix qui nous ont amenés à des niveaux de P4. Pour éviter la destruction de valeur, donc je l'évoquais déjà vécu en P3, on a des renforcements du dispositif qui peuvent être entrepris aussi. Donc, il faut pouvoir anticiper ça. On a un contexte de P5 tel que acté qui n'est pas totalement intégré non plus par les différents acteurs, puisque aujourd'hui, ils considèrent qu'ils sont longs. Toutefois, est-ce que toutes les anticipations des acteurs intègrent le fait que eh bien, ça va être plus compliqué de générer du certificat, on peut avoir des annulations, on peut avoir une autre vague de Covid, donc on a plein de facteurs qui sont peut-être pas dans la vision moyen terme des différents acteurs, essentiellement les fournisseurs d'énergie, qui vont être responsables, pour ainsi dire, de la valorisation des certificats. Pour poursuivre sur l'un des paramètres qu'évoquait Benoît, les programmes. Le contexte des programmes, P4 a été un peu une révolution sur les programmes puisqu'on a eu différents appels à programmes qui étaient sur des thématiques très variées et ça a abouti à environ 75 programmes pour un volume global de 240 milliards de kilowattheures cubiques, donc 240 TWh, sur des thématiques très variées, que ce soit le transport durable, la rénovation énergétique, le scolaire, l'industrie des PME, la logistique, la précarité énergétique. Et donc, on a eu une action massive de sensibilisation qui est unique en Europe et un puissant effet de levier pour l'action comportementale sur les économies d'énergie. Toutefois, ces programmes ont un peu, on va dire pour ainsi dire, favoriser certains secteurs comme le bâtiment, l'information, les transports, notamment véhicules électriques, et les transports vélos aussi. Donc, on l'a vu, c'est les C2E qui ont pu financer une bonne partie les réparations de vélos, le financement des vélos électriques, assistance électrique. Voilà. Cette situation des programmes avait un handicap, c'est que c'était compliqué à gérer pour l'administration. Gérer 75 programmes, ce n'est pas évident en étant au comité de pilotage de 75 programmes puisque l'administration fait des réunions semestrielles de suivi. De fait, face à cette situation, sur la P5, on a évolué vers des programmes qui seront moins nombreux puisque c'est un appel à programme
qui va être réalisé par an, avec, sur le dernier appel à programme, à peine 3 programmes qui sont sélectionnés. Et on a aussi un prix qui est moins attractif, avec un risque de non-financement de ces programmes, puisqu'on a décidé que le prix des programmes, des certificats programmes, serait indexé sur un prix de marché émis. Par ailleurs, on a un risque de non-réalisation des programmes qui est plus concentré. Il faut savoir que les programmes libèrent des certificats d'économie d'énergie au fur et à mesure de leur progression. Je vous donne un exemple. Si effectivement, on n'avait pas eu autant de succès sur les demandes de vélos électriques, eh bien, on aurait eu moins de génération de certificats d'économie d'énergie. On a des programmes, par exemple, sur l'outre-mer, qui a subi un contexte Covid, crise beaucoup plus compliqué, qui ont été ralentis et donc qui génèrent moins de certificats d'économie d'énergie. Et on a un risque de non-réalisation, aujourd'hui en limitant le nombre de programmes, qui peut être plus concentré que si on était dans un contexte où on a un nombre de programmes plus important. Les programmes ont aujourd'hui un pilotage facilité, puisque effectivement, en les concentrant, il y a une plus grande présence de l'État sur leur suivi. Toutefois, on peut se poser la question sur le résultat que vont donner les programmes de P4 et si on va capitaliser sur ces historiques de programmes, sur les 70 programmes, si tous ces programmes qui sont encore en cours sur un début de P5 vont générer les certificats d'économie attendus. Ça aussi, ça peut peser sur le stock et les anticipations des acteurs et comment on va évoluer sur cette P5. Un autre facteur qui impacte, c'est les contrôles. C'est véritablement l'une des grandes évolutions sur la P4 et sur l'évolution de la P5. Pour moi, c'est véritablement une réconciliation d'un dispositif standard où on était sur un dossier qui est essentiellement sur la base de pièces avec la réalité du terrain, avec un renforcement des contrôles mystères de la DGEC, puisque la DGEC a mandaté des bureaux de contrôle pour réaliser 1 million de contrôles en 2019, 2,5 millions en 2021 et on passe à 8 millions en 2022. Donc, c'est assez considérable. Par ailleurs, on a un publipostage de 10 000 questionnaires qui a été réalisé auprès de bénéficiaires, un renforcement des échanges interadministrations, TRACFIN, impôts, DGCCRF, douane. Donc, tout ça fait qu'effectivement, il y a véritablement une approche beaucoup plus qualitative, beaucoup plus pointue des différents organes étatiques sur le livrable lié au C2E. Par ailleurs, tout ce contexte met un peu la pression sur les différents acteurs qui renforcent leur contrôle administratif eux-mêmes, qui ne souhaitent pas avoir un risque d'annulation accrue lié à la hausse des contrôles. Et on a un facteur lié à ça, qui est que l'engouement pour les contrôles provoque des délais accrus par les bureaux de contrôle qui peuvent tarder un peu plus. Donc, on a la promotion d'une dimension qualitative des C2E et notamment, on a des organes comme l'association des mandataires qui promeut cette dimension qualitative qui aujourd'hui fait, on va dire, l'unanimité. Alors, différentes fiches sont concernées par les contrôles, que ce soit les fiches qui sont dans le bâtiment résidentiel, donc les barres EN 101 qui concernent l'isolation des toitures, l'isolation des murs, de plancher, donc EN 101, 106, donc toutes ces
fiches sur l'isolation thermique, mais on a également l'industrie qui est dans une moindre mesure concernée. Et donc, ces fiches soumises au contrôle en 2021 vont le rester pour 2022 et pour la 5e période, probablement. Et on a également des fiches qui sont prévues pour être soumises à contrôle sur 2022 et sur la P5, qui sont les pompes à chaleur de type RO ou OO, les chaudières biomasse individuelles, la rénovation globale de bâtiments résidentiels collectifs, les pompes à chaleur hybrides individuelles, les rénovations globales d'une maison individuelle. Donc tout ça, on est dans un cadre de contrôle réglementaire. Je précise quelque chose de complémentaire, c'est qu'on a parlé des contrôles réglementaires. On a aussi des contrôles volontaires qui sont réalisés par des acteurs sur des fiches qui ne sont pas soumises à contrôle réglementaire, mais qui souhaitent se sécuriser et donc qui vont mandater du contrôle volontaire. Et ça aussi, c'est une approche qui est de plus en plus développée. Ensuite, l'un des autres éléments de cette P5, c'est la lutte contre la précarité, avec un risque de désengagement. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2022, on a une obligation classique qui inclura les opérations au bénéfice des ménages modestes. Et on a également une obligation précarité qui est recentrée sur les ménages très modestes et amplifiés. Et donc, on a des points positifs qui sont que le renforcement de l'obligation pour les ménages très modestes va s'établir à 30%, que le cumul des C2E plus MaPrimeRénov' Sérénité va faire qu'on pourrait avoir un reste à charge qui soit très limité. Ensuite, sur les points négatifs, les ménages modestes n'ont plus le droit au C2E précarité. On a aussi une non-fongibilité des C2E classiques et des C2E précarité pour l'obligation, c'est-à-dire que sur la P4, les obligés pouvaient utiliser des C2E précarité dans le cadre de leur obligation de certificat classique. Ce n'est plus le cas sur la P5. On a la fin des coups de pouce isolation à 1 € et on a un reste à charge de 10% pour les ménages très modestes. Enfin, on a aussi un coup de rabot sur l'isolation, qui correspond environ à 40% du volume P4. Quel impact sur la filière? On a la fin des coups de pouce isolation, donc fin de l'isolation à 1 €, qui a un impact considérable puisqu'on a eu un engouement massif dans cette voie. Et donc, ça va impacter tous les acteurs de la chaîne de valeur. On a une révision des forfaits des fiches standards de 30 à 60% versus la situation de référence. Et donc, on voit que finalement, on touche à près de 80%, alors un peu moins de 80%, sur une bonne partie des fiches thermiques qui concernent le dispositif des C2E et qui ont permis de créer cette dynamique. Et donc, on va avoir un impact fort sur la P5. Ce qui est attendu, c'est un relais par la rénovation globale, nouvelle surbonification pour l'obtention des classes A et B. Toutefois, on a un démarrage poussif du fait de la baisse des prix, du fait d'une faible demande d'obligés, d'opérations plus longues, plus complexes à mettre en œuvre, de la nécessité de recourir à un audit qui fait appel à de nouveaux acteurs et donc de nouveaux acteurs dans cette chaîne de valeur avec une certaine inertie pour se mettre en place. Les évolutions dans l'industrie. Alors, l'industrie, c'est 17% des volumes sur P4. Ça a été multiplié par 8 depuis 2014, sachant qu'on a des fiches qui ont été particulièrement productives, comme la 1 de UT 117 sur la récupération de chaleur. On a eu de réelles avancées en P4
qui sont à confirmer en P5 avec l'ouverture des C2E au site EUTS sur des projets spécifiques. La fin des offres froids autofinancées, la fin des CPE industrie, le cumul des C2E et du fonds chaleur. On a aussi le cumul d'aides ADEME avec les C2E, de nombreuses aides. Donc, on évoquait le plan de relance, France Relance, France 2030. Voilà, on a véritablement cette approche d'appui à l'industrie qui a permis véritablement de créer une dynamique. Toutefois, on a aussi la fin des offres froids à 1 euro, avec la 1 du T 117 qui est révisée fin 2020. Donc, on a un peu cette fin d'effet d'aubaine, mais d'impulsion, puisque, à mon sens, on l'a toujours vu, le dispositif a créé des effets d'impulsion, ce qui a bien marché depuis le début du dispositif. Et donc, forcément, une fois qu'on a créé cet effet d'impulsion, eh bien, il s'efface. Donc, c'est se poser la question sur l'effacement de tous ces effets d'impulsion sur la suite du dispositif. Et donc, même si on n'est pas directement concerné, donc là, je vois Benoît qui arrive pour prendre le relais. Je pense que effectivement, on a de belles évolutions, on a pas mal de risques sur cette P5 qu'on a pu déjà vivre sur les périodes précédentes. Et c'est voir si jamais on a tiré les leçons des périodes précédentes pour construire le futur et équilibrer l'équation de notre transition écologique. Et je te passe la parole, Benoît. Ouais, merci Steve. Et à travers le dernier exemple, et avec l'occasion d'essayer de comprendre les paramètres, c'est qu'on voit que c'est très paradoxal parce que là, par exemple, effectivement, on considérait que la standardisation des méthodes de comptabilisation des économies d'énergie dans le froid autour de la récupération de chaleur était trop favorable et peut-être trop déconnectée des économies qu'on pouvait constater sur le terrain. Donc, on a, entre guillemets, cet effet d'aubaine. On dit on va rabaisser les fiches. On a, du coup, des décisions qui sont parfois un peu bizarres de la fin du CPE dans le secteur industriel, alors que c'est un vrai outil. Donc, plutôt que de le réviser, parce que là aussi, on se dit c'est l'effet, le contre-coup d'une certaine effet d'aubaine. Donc, il y a des filières comme le froid qui vivaient quand même très massivement de cette impulsion qui sont impactées. Et puis, en même temps, et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on raisonne économie d'énergie pour faire au final des économies de CO2, mais du coup, on voit qu'on est peut-être trop avantageux d'un côté, qu'on a eu des changements de groupe froid autofinancés, mais on n'intègre pas complètement le fait qu'en même temps, la dynamique CO2 à travers les HFC et la lutte contre les HFC, c'est un des premiers sujets, un des sujets les plus importants, et ce n'est pas complètement pris en compte. Et c'est tout le paradoxe aujourd'hui qu'on a autour du dispositif, c'est qu'il y a plein de paramètres. Donc on va essayer de les voir ensemble dans la deuxième partie de la présentation. Hein. On voit l'impact sur la précarité. On se reconcentre sur les ménages très modestes. C'est très bien pour les ménages très modestes, mais du coup, pourquoi on abandonne les ménages modestes? On le voit sur l'isolation. On freine sur l'isolation parce que c'est allé trop vite, mais extrêmement brutalement. On espère que la rénovation globale prenne le relais. Et c'est la complexité du dispositif. On voit que les paramètres réglementaires et les choix qui sont derrière ont des conséquences très réelles et très fortes. Et aujourd'hui, on a peut-être, c'est souvent ce que disent les acteurs, pas assez de débat démocratique sur ces leviers. Voilà. Et donc, c'est un peu aussi l'objectif de cette troisième partie, c'est de vous partager, et j'espère que ça va être pas trop abscon, Benoît, parce que dans c'est les pas risques forcément que évident. j'ai cités, quels sont selon toi les plus importants? Alors, le risque des prix, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'ADEME qui a modélisé très clairement l'effet d'entraînement des primes. Et si les primes baissent, on fait moins d'économie d'énergie. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est modélisé de manière très scientifique. Les chiffres de l'ADEME, c'est pour des primes qui représentent 40% du coût de la réalisation. Si la prime baisse de 80%, on a 40% de réalisation en moins. Si la prime baisse de 25%, on a 11% de réalisation en moins. C'est ce qui s'est passé en 2016, où la France était à l'arrêt en termes d'économie d'énergie. Donc voilà. Donc on a tous ces paramètres et on se dit oui, l'obligation, il ne faut pas qu'elle soit trop dure, pas trop, parce que ça a un impact sur les coûts de l'énergie. Mais voilà. Donc on va essayer de partager ensemble et n'hésitez pas ensuite, on va garder du temps pour les questions, sur les questions, parce que c'est un peu l'idée de cette session, c'est de vous partager à travers ces constats les leviers qui sont derrière et la façon dont aujourd'hui on essaye de piloter
ces leviers. Je te laisse quitter la présentation pour que je partage la mienne, Steve. Okay. Je croyais que tu pouvais… J'ajoute un petit commentaire pendant que tu fais cette opération, parce que ça va de soi quand on est dans ce métier, mais peut-être que pour certains auditeurs, ce n'était pas forcément aussi évident. Quand on parle de contrôle, il ne s'agit pas des contrôles qui existent massivement de tous les opérateurs sur les opérations, c'est des contrôles sur site pour vérifier par échantillonnage la qualité des réalisations. C'est bon. Alors, à moi de partager mon écran. Hop. Là. Alors, on va essayer de partir du contexte européen pour, entre guillemets, redescendre aux offres à 1 euro, si on devait faire simple, et essayer de voir l'architecture réglementaire qui est derrière les certificats. C'est un peu moins concret et peut-être parlant que le reste. Bon, pour reprendre un peu le post-Kyoto, je pense que voilà, vous êtes habitués à ces conférences sur l'énergie, donc tout le monde connaît un peu. Voilà, on était sur les 20% d'efficacité énergétique d'ici à 2020 dans le cadre du 3x20 et avec 2012, la directive européenne sur l'efficacité énergétique. Ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est les objectifs qui continuent, y compris dans la future révision de la directive européenne pour 2024. Les objectifs de la directive européenne, c'est de permettre aux États de trouver le bon équilibre pour à la fois massifier, ce qui va permettre les mesures d'incitation, intégrer que ces mesures d'incitation soient vraiment vecteurs de justice sociale, et notamment vers les plus précaires, parce que c'est difficile de toucher ceux qui sont en situation de précarité énergétique, et en même temps concilier ces attentes-là avec des mesures d'économie vérifiables. Voilà. Et concilier les trois, c'est extrêmement difficile et souvent un peu antinomique. Alors, le véritable levier de la directive européenne sur l'efficacité énergétique, c'est l'article 7. Voilà. Qui d'ailleurs, voilà, c'est pas que l'article 7, il y a le 7 bis, le 7 ter, etc. Il y en a plusieurs, mais voilà, le vocabulaire, c'est l'article 7. Il va devenir l'article 8 donc, quand elle sera révisée. Mais cet article-là, il est extrêmement important parce que chaque État membre doit réaliser une réduction annuelle, enfin devait réaliser de 2014 à 2020, une réduction annuelle de 1,5% de ses ventes nationales d'énergie. On a eu sur la période en 2018 une révision de cet objectif, l'abaissant grosso modo de 2021 à 2030 à 0,8%, avec toujours la même chose. On a l'impression que c'est pareil, mais ce n'est pas facile à comparer, parce que cette fois-ci, ce n'est plus les ventes nationales, c'est la consommation finale annuelle d'énergie. Bon. Et puis, on a supprimé des flexibilités qui existaient avant. Donc, les comparaisons ne sont pas forcément évidentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les ordres de grandeur ne sont pas extrêmement différents, du coup, et que donc l'impulsion, on peut dire que dans la directive telle que révisée en 2008, on n'était pas beaucoup plus exigeant que ce qui était fait précédemment, après 2020. Et donc, on a eu effectivement avec le Green Deal une révision des ambitions européennes. On a donc le paquet Fit for 55 qui va arriver et qui doit mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel ces ambitions du Green Deal. On a eu des premières annonces de la Commission en septembre 2021, où là, on reviendrait à un objectif de 1,5% de réduction annuelle. Voilà un peu le cadre global dont on dépend. Cet article 7, donc pour que les États réalisent chaque année des économies d'énergie, il a 3 piliers. Soit de permettre aux États et d'inciter les États, et les certificats d'écologie mis en œuvre en France dès 2006 ont inspiré cette dimension-là, de mettre en place des incitations de type Energy Efficiency Obligation, certificat blanc, dont découlent les certificats d'économie d'énergie français. Et la comptabilisation est la même, c'est important, des mesures alternatives, on va le détailler, c'est-à-dire des réglementations, des normes, des fonds d'efficacité énergétique, des formations, etc. Le tout dans le cadre d'un reporting annuel très construit de suivi de ces objectifs transmis à la Commission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Energy Efficiency Obligations, on les comprend, c'est le cadre dont découlent les certificats, c'est une obligation de génération d'économie d'énergie pour tous les distributeurs d'énergie sous peine de sanctions financières. Voilà.
ce qui permet de donner une valeur de marché finalement pour s'exonérer de la pénalité. Les distributeurs d'énergie payent et ça donne une valeur d'énergie finalement à l'énergie consommée par les projets mis en œuvre. Donc, ce cadre global, il est commun, il est européen et en même temps, avec énormément de directives, de guides sur la mise en œuvre, il laisse une grande souplesse opérationnelle à chaque État. Ce n'est pas la même chose dans tous les États qui les mettent en place. On a une répartition des obligations entre les différentes formes d'énergie qui est un peu la liberté des États. Voilà. L'intensité des obligations et puis les modalités de contrôle qui sont aussi assez différentes d'un État à l'autre. On l'a vu, voilà, en France, on est surtout sur des fiches d'opération standardisées pour permettre la massification du diffus, avec des opérations dites ex-ante, mais c'est difficile à concilier, et d'où le rééquilibrage en 5e période avec les contrôles des réalisations réelles sur site. On a aussi, dans certains États, et je pense notamment à l'Italie, plutôt des mesures dites ex post. On va faire une économie d'énergie avant, après, sur site, ce qui correspond en France aux opérations spécifiques. On y gagne une exactitude dans les économies d'énergie réalisées, mais on est limité par la complexité de mise en œuvre, les coûts, la durée de ce type, qui empêche de toucher le marché du diffus et d'être dans la massification. Ça, c'est le cadre global des Energy Efficiency Obligations, tel que défini dans l'article 7. Je ne vous refais pas l'historique sur la France, mais voilà, donc les C2E découlent directement de ça. On a plein d'étapes réglementaires qui se succèdent et qui s'entremêlent entre l'Europe. En France, on a donc choisi de privilégier la massification du secteur diffus avec des actions répétables en masse. Voilà. Ça a commencé en 2006 avec la loi POP, la définition des obligés, la définition d'une pénalité en cas de non-atteinte d'objectifs. On a un schéma, ça évolue tout le temps pour chaque période, qui est assez complexe entre les lois françaises et la façon dont elles sont régulièrement revues en fonction des évolutions de la loi européenne. Donc, je prenais l'exemple de 2015, la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe des objectifs qui ont été revus en cours de route et qui vont encore là être revus avec du coup l'impulsion européenne du Green Deal. Voilà. Pour aussi bien comprendre les comparaisons interpays en termes de suivi des économies d'énergie, l'article 7, donc il permet à la fois de suivre des mesures d'incitation comme les Energy Efficiency Obligations, où on incite les distributeurs d'énergie à être à l'origine de projets d'économie d'énergie, mais il prend au même niveau en termes de comptabilisation ce qu'on appelle des mesures alternatives. Et ces mesures alternatives, elles sont moins directes. Voilà, l'article 7 prend aussi des mesures plus systémiques en termes de suivi des économies d'énergie générées, qui ne sont pas dans la réduction directe projet par projet. Il faut bien l'avoir à l'esprit. On a les mesures fiscales, comme les taxes sur l'énergie ou le CO2, on a les systèmes d'étiquetage normatif, les systèmes de formation, d'éducation, les systèmes de réglementation qui vont au-delà de la réglementation européenne. Et du coup, si on se projette dans le cadre européen, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir un peu au niveau de l'article 7 et de la génération des économies d'énergie au niveau européen, comment se situent les différents dispositifs. On voit que les Energy Efficiency Obligations ont pris une place énorme. C'est 16 États européens aujourd'hui, donc c'est beaucoup en incluant le UK. C'est grosso modo 36% des économies d'énergie reportées dans le cadre de l'article 7. Voilà. C'est 2 fois plus que les schémas de taxes carbone ou des systèmes justement de marché financier du carbone. Donc, qui ont une incidence médiatique beaucoup plus forte. Mais c'est intéressant de voir la proportion des Energy Efficiency Obligations d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est aussi intéressant de voir que quand on considère des économies d'énergie au niveau européen, on a une grande flexibilité finalement sur les dispositions qu'on prend en compte pour comptabiliser ces économies d'énergie-là. Parce que c'est vrai que ça fait partie des débats sur les certificats d'économie d'énergie, entre est-ce qu'on est sur une incitation directe projet par projet ou c'est des mesures plus systémiques d'accompagnement. En tout cas, au niveau européen, le débat est tranché et c'est plutôt une vision systémique. Alors, en France, très clairement,
le choix qui a été fait, c'est de répondre aux objectifs de l'article 7, donc en termes d'obligation de réalisation des économies d'énergie chaque année, par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on utilise le dispositif des certificats d'économie d'énergie en tant qu'Energy Efficiency Obligation pour satisfaire aux obligations françaises d'économie d'énergie définies par l'article 7. Et on voit dans ce graphique que, année après année, la France tient ses objectifs de génération d'économie d'énergie. Et puis, le cadre de la 4e période, on n'a pas encore complètement les chiffres, mais on a vu qu'on dépassait les objectifs de la 4e période. Donc, on n'a pas d'inquiétude sur le fait que la France va également atteindre ses objectifs d'économie d'énergie tels que définis par l'article 7. Mais ça serait trop simple que de considérer que les certificats d'économie, ce ne sont que des Energy Efficiency Obligations pour satisfaire aux objectifs de l'article 7. C'est là où la France rajoute une couche et qui souvent est un peu source de confusion dans la compréhension du dispositif. Les C2E, ce n'est pas seulement les Energy Efficiency Obligations. C'est-à-dire que quand la France reporte au niveau européen, elle ne prend en compte qu'une partie du dispositif qui est éligible à l'article 7. Alors que le dispositif, on le revoit sur le graphique de l'ADEME que tu présentais, Steve, qui simule catégorie par catégorie, c'est-à-dire les actions standardisées, les actions spécifiques, les programmes, donc les dispositions qui sont éligibles à l'article 7 dans la projection de la réalisation de l'obligation pour la 4e période en 2022, 2024, 2025 en fonction des niveaux fixés. Mais c'est aussi le dispositif des certificats d'économie d'énergie, une dimension de politique publique avec des bonifications qui vont servir à la précarité ou au coup de pouce en soutien de filières, donc le ciblage de population ou le soutien de filières pour accélérer sa diffusion, qui rentrent dans le dispositif global des certificats d'économie d'énergie, mais qui ne sont pas prises en compte dans la comptabilisation française des économies d'énergie générées par le dispositif. Donc, je leur dis différemment, il y a les économies d'énergie générées par le dispositif, ce ne sont que les économies comptabilisées dans le cadre de l'article 7, c'est-à-dire les économies qui découlent des opérations standards, des opérations spécifiques et des programmes. Et puis, il y a une part importante, limitée à 25% dans la 5e période, de composantes d'outils de politique publique qui sont là pour guider, accompagner et qui ne sont pas prises en compte dans les économies d'énergie reportées par la France. C'est important d'avoir bien ça en tête parce que je pense que c'est une des confusions principales autour du dispositif aujourd'hui. On a vu des études qui disaient les coups de pouce ne génèrent pas d'économie d'énergie. En soi, non, ce sont des outils de politique publique pour faire des focus qui vont permettre à ce que des réalisations se mettent en œuvre, mais on ne les comptabilise pas en tant qu'économie d'énergie. Voilà. D'où un peu la complexité en termes de pilotage du dispositif des certificats, puisque le premier niveau est un choix qui découle de l'Europe, consiste à adapter l'obligation aux exigences européennes. Et si en 2023, les exigences européennes nécessitent de rehausser le niveau d'obligation, il y aura une obligation qui sera probablement rehaussée en cours de 5e période, ou alors un mur au niveau de la 5e période et un saut extrêmement grand entre la 5e et la 6e période pour satisfaire au niveau européen. Mais se rajoute un choix de politique purement franco-française dans cette obligation qui définit la part de composantes d'outils de politique publique. C'est 25% pour la 5e période. Et ça se fait dans un système de vase communicante en plus entre d'autres outils, notamment MaPrimeRénov'. Très clairement, on a aujourd'hui des outils qui se complètent et qui sont un peu arbitrés au niveau DGEC, selon des critères qu'ils choisissent entre les outils de politique publique en disant qu'est-ce qui va être dans MaPrimeRénov' ou qu'est-ce qui va être dans la composante bonification, soutien à la précarité et soutien aux filières dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, pour rentrer encore un peu plus dans la mécanique européenne des certificats d'économie d'énergie, c'est absolument très désagréable à lire, j'en ai conscience. Donc, on sait que 90%, 87% des C2E là, sur la 4e période ont été réalisés par des opérations standardisées. C'est-à-dire qu'on massifie par la forfaitisation des économies d'énergie. Et donc, on est plus dans la comptabilisation de l'économie d'énergie attendue,
que l'économie d'énergie mesurée expose sur site. On l'a vu, les opérations spécifiques, c'est 3-4%, et c'est vrai que c'est difficile en termes de massification. C'est un vrai débat, et là encore, on dit souvent économie d'énergie réelle ou pas. En fait, il faut rentrer dans la logique de l'article 7 pour savoir ce qu'on pilote et ce qu'on suit, et ce que l'Europe demande, et du coup, qu'est-ce qui est compilé au niveau européen en comparaison des différents pays. Pour pouvoir avoir une mécanique normative, facile à orchestrer, on est obligé d'avoir une valeur faciale qui va différer de la réalité de chaque projet particulier. On comprend bien, on est obligé de mettre des standards de comparaison. Voilà. Et donc, au niveau européen, parce qu'on compile ces standards, il y a une parfaite conscience que le suivi des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, et on le voit d'ailleurs dans la philosophie même de l'article 7 qui cumule des dispositions assez directes d'incitation, comme les Energy Efficiency Obligations, et des dispositions très systémiques, réglementation, étiquetage, formation. Donc il y a une normalisation très large avec des partis pris qui fait que la comptabilisation des économies d'énergie prises en compte au niveau de l'Europe n'est pas la comptabilisation de chaque économie d'énergie, de chaque projet, de chaque réalisation. Voilà. Il y a des écarts. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces écarts, en fait, plutôt que de s'en offusquer, c'est de voir comment ils sont pris en compte et comment ils sont modélisés. Parce qu'il y a vraiment des facteurs minorants qui sont mis en place dans les standardisations de l'article 7 pour que quand même la comptabilisation des économies d'énergie au niveau européen et donc en France ait du sens. Voilà. Alors, on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail, évidemment, mais il y a 3 facteurs qui sont vraiment prépondérants pour comprendre ce qu'on mesure en termes d'économie d'énergie pour la partie composante du dispositif des certificats d'économie d'énergie qui est éligible à l'article 7, sachant que dans ce cas-là, les bonifications, les bonus, etc., ne rentrent pas en compte. On a une standardisation de l'obsolescence des réalisations. C'est-à-dire que voilà, elles sont prises en compte et calculées avec une durée de vie standardisée. La durée de vie moyenne, c'est 13,5 ans, je crois. L'isolation, c'est 25 ans, comme on disait. Le chauffage, 15 ans. Voilà. On a, et donc, pendant ces durées de vie des réalisations, on va théoriser les économies d'énergie attendues. On met en place une obsolescence de la réalisation avec un taux d'actualisation de 4% pendant cette durée de vie théorique. Donc, c'est vrai qu'on doit faire aussi attention à ce que la qualité des réalisations soit au rendez-vous pour ne pas être trop abstrait par rapport à ce qui est standardisé. Mais dans la standardisation, on prend quand même en compte que ça va se dégrader, ce qui n'est pas toujours vrai dans la réalité. Voilà. Ensuite, le facteur d'ordre 1, parce qu'on raisonne en économie d'énergie cumulée dans le temps et cumulée sur des décennies, c'est ça le sujet. C'est la durée de vie des réalisations. C'est-à-dire qu'on est l'unité de compte des certificats d'économie d'énergie, c'est le kilowattheure CUMAC, cumulé, actualisé. Et donc, c'est vraiment la durée de vie de la standardisation qui compte. Et très souvent, c'est ce que montre d'ailleurs l'étude ADEME sur l'impact carbone, quand elle a calculé l'impact carbone des certificats d'économie d'énergie, on est vraiment sur des facteurs minorants. Sur le chauffage, voilà, 15 ans, on dit en bout de 15 ans, le cumul d'économie d'énergie s'arrête. Ce n'est pas vrai, les systèmes de chauffage en moyenne ont réellement des durées de vie bien plus longues. Sur l'isolation, on est sur des durées de vie normatives de 25 ans, ce qui pose des questions d'ailleurs en termes d'arbitrage et le coup de frein sur l'isolation, parce que c'est vraiment un des leviers qui devrait être le plus privilégié parce qu'on fait des économies pendant le plus longtemps et qu'en cumulé, c'est le plus efficace. Mais on a des fabricants qui annoncent des durées de vie de matériaux de 50 ans. Voilà. Et donc là, on a un vrai facteur minorant qui fait qu'on est probablement très en dessous de l'économie qu'on cumule dans le temps, de l'économie réelle, même si on n'a pas de chiffre sur la compensation qui, en fait, on comprend bien, compense d'une certaine manière parfois les écarts de mesure dans l'économie annuelle qu'on peut avoir par rapport à cette standardisation des économies d'énergie. Et enfin, le point qui est le plus important de comprendre pour savoir de quoi on parle, c'est l'additionnalité. En fait, ce qu'on mesure, ce n'est pas l'économie d'énergie de la réalisation. C'est le surplus d'économie d'énergie par rapport à la situation de marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que dans l'action qui est mise en œuvre, ce qui nous intéresse, c'est l'économie d'énergie qu'on va aller chercher, soit par rapport à ce qui est autorisé à la vente. C'est le cas il y a l'éco-conception au niveau européen. Quel est le moins bon équipement neuf aujourd'hui mis à la vente? OK. Et bien, quand vous mettez un équipement, c'est la surperformance par rapport à ce qui est autorisé à la vente. Donc, en fait, vous avez une vraie différence parce que vous n'allez pas mesurer l'écart d'économie d'énergie par rapport à la réalisation et la situation réelle, juste la surperformance par rapport au moins mauvais, à l'équipement le moins bon autorisé sur le marché. Et quand vous n'avez pas d'éco-conception, c'est par rapport à la moyenne du parc. Ce qui explique d'ailleurs, vous voyez, quand vous avez année après année des fiches qui se généralisent, et qui sont basées sur, comme l'isolation par exemple, sur la moyenne du parc, bah, vous avez une amélioration du parc et vous avez donc petit à petit du coup, une diminution des forfaits. C'est pour ça que quand on parle d'effet d'aubaine dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie, oui, il y a un effet d'aubaine parce que les acteurs sont intéressés par les primes, mais en fait, c'est aussi la philosophie du dispositif, c'est-à-dire qu'on veut les inciter justement à aller chercher le surplus d'économie. Donc, c'est aussi dans la logique du dispositif. Voilà. C'est important de comprendre ça parce qu'on a beaucoup de débats sur quelles sont les économies d'énergie générées par rapport au dispositif. Il faut bien les replacer dans le contexte de ce qui est piloté par l'article 7 et des facteurs minorants qui sont inclus eux-mêmes dans l'article 7 et donc dans le suivi des certificats d'économie d'énergie. Et donc, je finis juste par un dernier slide, puisqu'on est Centrale Énergie, donc un monde d'ingénieurs, une interprétation sous forme d'équation de tout ça. C'est pour le résumer et ouvrir les questions. Mais voilà, si on reprend un peu le cadre européen et la façon dont ça se découle pour les certificats, les certificats d'économie d'énergie, ce n'est pas la somme des économies d'énergie annuelles des réalisations qui sont incitées. Voilà. On prend vraiment en compte, en fait, les Energy Efficiency Obligations cumulées dans le temps. C'est ça la philosophie de l'article 7, c'est-à-dire une réconsommation, un cumul de réduction de consommation d'énergie finale avec des facteurs minorants et dans la durée. Et ce qui veut dire que le dispositif français, c'est à la fois effectivement sa composante Energy Efficiency Obligation pour satisfaire à l'article 7, mais on l'a vu, des éléments de politique publique qui viennent bonifier, maximiser l'incitation, et ça sur des critères précis, pas en général, selon des choix de politique publique pour les populations à cibler prioritairement, on l'a vu, on a une réorientation par exemple de la lutte sur la précarité énergétique vers les ménages très modestes, ou sur des marchés pour promouvoir ou faire maturer des technologies. On l'a vu, on a eu un énorme focus sur l'isolation, puis là on a un gros coup de ralentissement sur l'isolation, on a un coup de froid sur le froid, pour faire un mauvais jeu de mots, et puis on a un coup de focus, par exemple, sur la rénovation globale, pour essayer de massifier un sujet qui jusqu'ici a été difficile à massifier. Et donc c'est pour ça que pour collectivement aussi participer aux choix qui sont faits dans le réglage des dispositifs des certificats d'économie d'énergie, il faut avoir ces ordres de grandeur en tête, c'est-à-dire quelles sont la partie bonification, à quoi elles servent, quels sont les arbitrages qui en découlent, quelles sont les méthodologies de comptage des économies d'énergie, parce que même si on a, en fait, même si la finalité des économies d'énergie, c'est la décarbonation et diminuer nos émissions de CO2, aujourd'hui, on a parfois des aspects un peu antinomiques entre le pilotage stricto sensu de l'économie d'énergie, si on s'en suit à l'économie d'énergie annuelle ou réelle, et puis les objectifs de décarbonation. Si on veut décarboner, mettre un coup de frein sur l'isolation, alors que c'est là où on a les plus longues durées de vie, ce n'est pas forcément la meilleure idée. C'est pareil, mettre un coup de frein sur les remplacements des équipements frigorifiques, ça pose des questions sur les HFC, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Donc, on est sur un dispositif complexe et dont l'architecture est en fait à plusieurs niveaux pour pouvoir le piloter. Et on voit dans la présentation que Steve a fait, ces arbitrages ont des impacts très réels et très concrets sur plein de filières économiques désormais et sur la façon dont on va réaliser nos objectifs d'économie d'énergie au niveau européen, mais surtout atteindre les objectifs de la SNBC à l'horizon 2030. On s'est loupé sur la première partie, donc il ne faut pas se louper ce coup-ci sur l'atteinte des objectifs de la SNBC.
Voilà pour… Hop, pardon, je vous ai plus à l'écran, excusez-moi, je dois remettre… Mais voilà pour cette partie. Guy, Merci. à toi pour les questions. Merci beaucoup à nos orateurs, à nos deux orateurs. Donc, je vous rappelle, pour les questions, vous pouvez les poser par Speak-up. Donc, je vais déjà commencer et vous pouvez voter éventuellement pour les questions déjà posées s'il y en a qui vous intéressent plus. Donc, je vais commencer par la première question. Pourriez-vous faire un point sur le prix actuel des certificats d'économie d'énergie et sur vos prévisions? Alors, non, mais on va essayer de vous donner quelques éléments de compréhension. Il y a deux logiques dans le dispositif des certificats. Vous avez une logique d'approvisionnement et de sécurisation des approvisionnements pour ne pas être pénalisé en fin de période. Et donc, ça va être le prix d'acquisition du projet de C2E, qu'on appelle le marché primaire. C'est grosso modo le marché des primes pour que des fournisseurs d'énergie, directement ou via des partenaires, acquièrent des projets. On ne va pas avoir en ce moment la même dynamique d'acquisition de projets, selon qu'on est un gros obligé qui se projette à l'horizon 2023-2024 et qui se dit ça va être quand même dur, donc je maintiens des canaux d'acquisition de projets, et puis des obligés peut-être plus petits qui se disent oh là, moi j'ai du stock. Donc, voilà. Et puis on a un second marché qui est le marché d'échange, qui représente 30 à 40% de la production de C2E, qui lui a plus comme objectif de permettre de la liquidité. Donc, on n'est pas tant sur la logique d'approvisionnement à long terme, mais plus sur la liquidité à court terme de certificats d'économie déjà clés en main et qui s'échangent forcément dans une période où il y a du stock. La liquidité est extrêmement abondante et donc à court terme, ces prix d'échange sur le marché des certificats ont plutôt tendance à baisser fortement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va gagner dans les tendances entre la logique d'approvisionnement à long terme et le stock à très court terme et pas mal de liquidité? Pour l'instant, évidemment, les deux se répondent. C'est la liquidité qui domine et donc on a plutôt une baisse des prix. On doit se situer, Steve, tu dois entre 5,5 et 6,5. Voilà. Mais on a des logiques à 2023, 2024 qui sont parfois encore au-delà de 7 € du mégawattheure CUMAC. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans une zone d'équilibre très instable parce qu'on a beaucoup de liquidités à court terme. Si on se réfère à l'expérience 2016, il suffit d'une petite étincelle pour que les prix s'effondrent. C'est ce qui s'est passé en 2016 où c'est tombé à 1 €, ce qu'on ne souhaite pas. L'étincelle, elle n'est pas là pour l'instant. Mais on pense que les prix vont quand même continuer à être chahutés en 2022, plutôt à la baisse. Voilà. Donc, tout va dépendre des grands fournisseurs d'énergie et de la stratégie 2023-2024. Est-ce qu'ils anticipent que l'obligation va être finalement compliquée, que la directive européenne va renforcer l'obligation et qu'il faut qu'ils maintiennent quand même des canaux de production. Et donc, ça maintiendra un certain niveau de prix, même s'ils vont ajuster petit à petit leur prix à la baisse pour essayer de profiter de la baisse des prix globalement. Ou est-ce qu'ils lâchent, considérant que leur stock est suffisant et qu'ils verront en 2023-2024, et dans ce cas-là, la surliquidité fait que les prix vont plonger. Steve, un complément? Oui, pour compléter, bon, sur le court terme, je partage ta vision. Je pense qu'on a une approche conjoncturelle de fin d'année où en plus on a des éléments financiers dans le bilan des fournisseurs d'énergie qui ont pu être impactés. Et donc, de fait, aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin d'acheter du certificat. On a peut-être plutôt besoin d'en vendre pour, on va dire, bonifier un bilan de fin d'année pour certains fournisseurs d'énergie. Et voilà, on a toujours eu ces éléments conjoncturels en fin de période d'ajustement par tous les moyens, notamment sur les certificats d'économie d'énergie. Sur le début de P5, je pense que ça va être beaucoup les anticipations des acteurs. Les réactions aussi, qui peuvent être des actions fortes de l'administration, qui dit, on l'a vu récemment, qui évoquait le renforcement, qui mettait en garde les fournisseurs d'énergie sur une période P5 qui serait très difficile s'ils n'anticipaient pas suffisamment. Donc, tout va dépendre du nombre de fois
où l'administration va taper du poing sur la table et dire attention, et de rappel à l'ordre sur ça, avec des actions qui pourraient se matérialiser factuellement par telle ou telle révision, disposition qui pourrait serrer les volumes de certificats d'économie d'énergie. Donc, je pense qu'il y a ces anticipations des acteurs qui vont être critiques sur qu'est-ce que va donner la première année de la P5. À moyen terme, sur la P5, on voit qu'il y a suffisamment de dispositions pour que eh bien, on ait une évolution à la hausse du prix. Et je pense aussi qu'on a la P6 qui va impacter sur la fin de période. La deuxième partie de la période, on va avoir les travaux sur la P6 et on le sait, on a toujours un effet de stock en vue de la période suivante. Donc, la dimension du stock va être fonction des travaux de la P6 aussi sur la deuxième partie de la P5. Il dit autrement, en quatrième période, grosso modo, l'obligation classique n'a pas été atteinte sur les fiches d'opération standardisées classiques. Donc, s'il n'y avait pas eu les coups de pouce permettant d'enclencher et de faire enclencher, grâce aux offres à 1 euro et les bonifications précarité, beaucoup de travaux dans le résidentiel, l'obligation n'aurait pas été éteinte en quatrième période. Donc, sur la cinquième période, en mettant un énorme coup de frein sur ces facteurs d'accélération, est-ce qu'on va être capable d'atteindre l'obligation? Voilà. Donc, c'est pour ça que la DGEC dit qu'il y a un gros effort à moyen terme dans l'atteinte de l'obligation, parce que finalement, elle a mis des coups de rabot sur ces facteurs de facilitation. Mais de l'autre côté, à très court terme, quand vous avez un an de stock, c'est tellement de capitaux moyens employés pour les fournisseurs d'énergie que vous avez un petit peu de mal financièrement à anticiper 2024. Voilà. Donc, ça va continuer à baisser. Espérons que ça va se stabiliser et qu'il n'y aura pas une étincelle qui fera qu'on se retrouvera à 1 euro en disant les prix par 6, comme en 2016. On s'en fiche des prix. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que, on l'a vu en 2016, on sait le documenter maintenant, c'est un arrêt des réalisations qui permettent de générer des économies d'énergie. Et la France est en retard, non pas à cause des économies d'énergie, mais à cause de son développement d'activité, démographie et autres, un manque de sobriété dans l'atteinte de ses objectifs globaux de réduction de sa consommation d'économie d'énergie au niveau global, même si elle atteint ses objectifs de réduction de sa consommation, ses objectifs d'économie d'énergie. Et donc, si on prenait un stop sur les économies d'énergie, on prendrait encore plus de retard, alors qu'on traîne ce retard depuis 2016, dans la réduction globale de la consommation d'énergie finale, telle que l'exige le suivi européen. Merci pour ça. Alors, une question un petit peu dans le même genre, je pense que vous y avez en partie répondu avant. C'est en moyenne, les CE permettent de financer quelle proportion du coût des travaux pour une isolation, par exemple? Avant 100%. Oui. Avec la disparition des coups de pouce et les nouvelles versions de fiches, ça va dépendre des fiches et des opérations. Je ne sais pas, 30%, 50%, tu dirais quoi? Alors, oui, maintenant, moi, ce que j'intègre dans le financement des travaux d'économie d'énergie, c'est l'économie d'énergie intrinsèque qu'elle peut générer aussi. Et souvent, on ne l'intègre pas. Donc, c'est plus intégré dans les rapports d'audit. Après, directement lié au C2E, ça va dépendre dans quel secteur et quel type d'isolation qu'on va avoir. Si tu es dans une isolation extérieure. C'est assez compliqué. On arrive à des opérations de rénovation globale qui cumulent isolation et chaudière. On arrive à des opérations quasiment autofinancées. Par ailleurs, si les prix ne baissent pas trop, on devrait quand même, si on a une certaine stabilité des prix, grosso modo avoir un transfert finalement des travaux d'isolation autofinancés, avec des travaux d'isolation autofinancés ou un reste à charge assez faible, notamment parce que MaPrimeRénov' aussi va compléter, d'opérations d'isolation complétées avec un geste de chauffage. Voilà. Mais c'est vrai que l'opération d'isolation seule va être beaucoup moins autofinancée et ça va complètement dépendre après des opérations. Et puis du fait que est-ce que vous êtes très modeste ou pas, et est-ce que vous pouvez cumuler avec MaPrimeRénov' ou pas. C'est de 10 à 90%, quoi. On est sur le grand écart. Ouais. Ensuite, une autre question. Vous avez parlé de MaPrimeRénov', essentiellement orienté vers les particuliers. Que dire de France Rénov'?
difficile, hein. Faut lire le rapport de la Cour des comptes bon. sur le sujet. Le rapport de la Cour des comptes est pratique, le double langage. Il fait plein de compliments en première lecture en disant que c'est super voilà, d'avoir lancé finalement les dispositifs d'incitation fiscaux sous forme de primes et incité à la rénovation par geste. Ça, on le savait via les C2E. Après, ils ont une lecture assez critique qui rappelle les difficultés de financement parce que c'est, contrairement au C2E, où on est sur un mécanisme finalement qui est payé par les fournisseurs d'énergie, là, on est sur un mécanisme budgétaire, donc ce n'est pas forcément hyper pérenne en termes de financement. Il rappelle, et c'est un peu dommage, que la spécificité de l'ANA, c'était justement la maîtrise de la rénovation globale et que du coup, à l'heure où on essaye de massifier la rénovation globale, l'ANA part à fond dans une rénovation par geste, donc il y a quand même un peu de perte de savoir et c'est vraiment dommage. Et puis, il rappelle aussi et surtout qu'on a des grosses lacunes dans le contrôle et c'est là tout le paradoxe d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des problèmes que la filière certificat d'écologie génère ou fait émerger, mais parce qu'on a aussi une autorité qui cherche les problèmes. Voilà, en tant qu'opérateur C2E, je peux vous garantir que dans ma vie précédente, pour avoir eu en même temps un contrôle fiscal et un contrôle URSSAF, c'est moins dur à gérer que des contrôles du pôle national des C2E, c'est moins intense. Voilà. Donc, on a des entités très très dures qui cherchent, qui sont extrêmement exigeantes, qui trouvent des problèmes, qui font progresser les opérateurs. De l'autre côté, au niveau de MaPrimeRénov', on n'a pas du tout la même intensité de recherche de problèmes et de contrôle. Et on a une grande disparité des qualités mises en œuvre. Voilà. Donc, on a deux dispositions qui, un peu en parallèle, c'est un peu dommage, mais c'est vrai, et c'est souvent ce que le ministère de l'Environnement a reproché au certificat d'éco-énergie, c'est abscon. C'est difficile d'expliquer, c'est difficile pour le ministère de s'approprier les résultats des certificats, alors que l'avantage avec MaPrimeRénov', c'est qu'on a une communication plus simple et qui permet aussi d'un point de vue ministériel de se dire, voyez de quoi on est responsable. Donc on a quand même, on le sent bien, dans le cadre de la rénovation par geste et dans le cadre de la dimension politique publique des certificats d'éco-énergie, grosso modo, un transfert d'une partie de cette dimension-là vers MaPrimeRénov' qui semble plus facile à piloter d'un point de vue ministériel. La question suivante, tu en as un peu parlé, c'est est-ce que les CEE sont compatibles SNBC? Alors, ils ne sont pas compatibles, ils sont le levier principal de l'atteinte des objectifs de la SNBC dans le bâtiment et dans l'industrie. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, quand l'ADEME a fait ses travaux, et des travaux très rigoureux, vraiment, ça s'appelle étude exploratoire de la dimension carbone dans le dispositif des certificats d'éco-énergie, avec des méthodologies et comparées, etc., de conversion du kilowattheure CUMAC en CO2 évité, on voit que l'impact dans les leviers mis en œuvre pour la SNBC est extrêmement fort. 80% dans le bâtiment, c'est extrêmement fort. Et c'est probablement ce qui dessert le dispositif des certificats d'écologie, c'est son unité de compte. C'est-à-dire que le kilowattheure CUMAC ne parle à personne. Et au lieu d'être, quand on parle des dispositifs carbone, on parle de tout. De l'EUTS, de la taxe carbone, de la compensation carbone. Et en fait, on ne parle jamais des certificats d'économie-énergie parce que l'unité de compte n'est pas en carbone évité. Or, aujourd'hui, c'est le principal levier de carbone évité, avec un coût qui n'est pas si onéreux que ça, parce que justement, on ne mise pas tout sur le prix de l'énergie pour faire réduire les consommations. Il y a l'effet d'entraînement des primes, de 29 € la tonne de CO2 évité en cumulé actualisé sur la durée de vie des opérations, et qui a l'avantage, en plus, d'avoir, dans son pilotage, des transferts sociaux intégrés pour rediriger vers les plus fragiles, justement, les actions et permettre aux plus fragiles d'en bénéficier prioritairement. Voilà. Et c'est tout le paradoxe des certificats d'économie-énergie, d'être le principal levier aujourd'hui de l'action carbone et d'être probablement le moins identifié et le moins étudié comme tel. C'est l'une des voies d'évolution possibles des certificats d'économie d'énergie, c'est d'être un peu tagué carbone évité sur les futures fiches. De changer la méthode de comptabilisation, ce qui changerait
beaucoup de choses dans la compréhension des décideurs qui aujourd'hui, que ce soit universitaires, économistes, politiques, journalistes, qui s'intéressent aux questions de la transition énergétique et qui ne voient pas le dispositif comme un levier carbone. À tel point, si je peux faire juste une petite extension, on a eu l'occasion de poser la question à la DGEC la semaine dernière, de la façon dont elle voyait la généralisation du mécanisme européen de l'EUTS au bâtiment. Et elle nous a clairement répondu qu'elle le voit comme antinomique et contre-productif, finalement, avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et que c'était un de leurs gros sujets européens aujourd'hui, c'est de concilier finalement ces deux logiques carbone. La dernière question là, que j'ai, c'est est-ce que les arbitrages en fonction des politiques publiques vous semblent pertinents et à la mesure des enjeux de réduction des gaz à effet de serre? On l'a vu dans la présentation de Steve, précarité, c'est vraiment dommage. Coup de frein sur la filière isolation. Oui, il y avait besoin, il y avait un peu de surchauffe dans la filière, il y a besoin de freiner, mais attention, parce que c'est ce qui permet quand même à long terme de cumuler le plus d'économies d'énergie de par la durée de vie des actions. Par contre, coup d'accélérateur sur la rénovation globale, évidemment, on peut tous que s'en féliciter parce que c'est un vrai sujet, mais c'est un vrai défi. On n'a pas beaucoup d'exemples de réussite de massification de la rénovation globale, donc ça ne va pas être simple. Donc voilà, donc les arbitrages, ils sont aujourd'hui, c'est un peu ça qui est compliqué, peut-être par manque de pédagogie, peut-être pas assez partagés dans leurs impacts politiques. Et c'est dommage d'avoir des indicateurs qui se limitent, on va dire, au kilowattheure CUMAC et à l'atteinte des objectifs de la directive européenne au niveau de l'article 7, et qu'effectivement, on ne pilote pas plus la tonne de CO2 évitée, et donc du coup, de voir les fiches sur lesquelles on met un coup de focus en fonction de leur durée de vie, de piloter plus l'accès à la rénovation énergétique en fonction des différents déciles de revenus et d'avoir des reportings plus précis et plus fréquents sur l'impact des différentes aides en fonction des différents déciles de revenus. Voilà, on n'est probablement pas assez outillé pour que les décisions d'arbitrage qui sont faites autour du dispositif en fonction de ces différents impacts soient plus des sujets appropriés par le débat public. Je vais répondre aussi par une question. Sommes-nous suffisamment ambitieux dans le cadre de ce dispositif quand on voit tous les bénéfices qu'il peut provoquer? Est-ce qu'on a suffisamment dimensionné cet outil pour nous éviter de créer de nouvelles tranches de centrales nucléaires, pour faire en sorte que nos ENR puissent satisfaire à nos besoins? Est-ce que les économies d'énergie et les moyens qui sont mis dans les économies d'énergie sont suffisants quand on voit tous les bénéfices qu'on peut en retirer? Et quand on voit que structurellement, même si les obligations ont toujours été difficiles, elles ont été atteintes. Là, en gros, on pourrait dire que s'il y a bien un sujet où la France surperforme, c'est l'efficacité énergétique dans le cadre du dispositif. Alors qu'en termes de sobriété, on a des gros progrès à faire, mais on est encore un peu à la traîne. Et qu'en termes de mix énergétique, effectivement, le dimensionnement va dépendre aussi de notre capacité à réduire nos consommations. Voilà. Et donc oui, il faut s'attendre l'année prochaine. Je me mets en 2022, donc en 2023, il faut probablement s'attendre à une révision assez draconienne du dispositif sur 10 ans, puisque la législation maintenant prévoit de valider les feuilles de route et les obligations sur 10 ans. C'est ce qui doit être fait en 2023. Et donc, l'intégration du Green Deal et de l'effort à faire à l'horizon 2030 dans le cadre des objectifs de 2050 qui vont être fortement rehaussés, fait que soit on est beaucoup plus ambitieux dans le cadre de la 5e période, soit on est stable sur la 5e période et très, très, très ambitieux dans le cadre de la 6e période. Bon. Je crois que je vais vous remercier tous les deux parce qu'on a déjà dépassé depuis plus de 5 minutes, la fin théorique. Donc, je vais vous remercier tous les deux pour vos excellents exposés. Et comme je disais, a priori, la vidéo devrait être disponible d'ici quelques jours sur notre site Internet, ainsi que les diapositives présentées par les orateurs. Et donc, il nous reste encore à vous remercier. Ce que je veux aussi dire, c'est que notre prochain webinaire a lieu au mois de janvier, le 19 janvier,
et c'est sur l'hydrogène vert en lien en particulier avec l'éolien marin. Donc, comment utiliser l'éolien marin en particulier pour faire de l'hydrogène vert. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Steve, Benoît. Merci Guy pour toute cette organisation. Merci beaucoup. Ben moi, je vous remercie aussi. Merci beaucoup pour l'organisation et à l'assistance pour votre présence et vos questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas sur LinkedIn à nous envoyer des petits messages. On y répondra avec plaisir par la suite. D'accord. Bon, au revoir, merci. Au revoir. Excellente soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.